Christophe, alors je vois qu'il y a deux mains qui s'étaient levées, mais puisque Jen, tu avais laissé la main levée très longtemps, quelle est ta question? Oui, bonsoir Christophe. D'abord, je voudrais dire que ça fait du bien d'entendre un ex-athlète de haut niveau et maintenant un entraîneur responsable de l'équipe de France, donc responsable d'une grande équipe, de reconnaître le fait que l'aspect technique, ou on peut même dire technico-tactique, est très important dans ce milieu, même à haut niveau. Moi, je constate que ma place au niveau de l'Union européenne de judo, c'est vraiment un message très difficile à passer dans le milieu de haut niveau, que vraiment ce travail précis, technique et coordination, etc., est très, très important. Donc je te souhaite que ça marche très bien et que c'est une bonne façon de montrer la bonne voie. Donc ça, c'est juste une remarque. Mais je voudrais quand même, je me pose la question pourquoi ce constat n'a pas été fait, ou peut-être le constat a été fait, mais rien n'a été fait pour changer avant. Il me semble que Emmanuel Charlot, qui écrit dans l'esprit du judo, il en parlait il y a très très longtemps de fait que le niveau des masculins baissait, etc. Et après, les gens moins dans le milieu, au bout d'un moment, en regardant les résultats, on fait le même constat. Je me demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, ou en tout cas, on n'a pas l'impression que quelque chose a été fait par rapport du constat. Écoute, je peux pas parler à la place des autres. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est un modèle qui a bien marché pendant longtemps. Et comme souvent, c'est difficile de constater, ou en tout cas d'accepter à un moment donné, que ce qui marchait, et ce qui marchait vraiment très bien, ne marche plus. Donc ça, il y a cette espèce de logique qu'on trouve partout, qui est la résistance au changement, qui a dû sûrement se produire concernant cet aspect des choses. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que plusieurs fois où il y a eu l'arbre qui cachait la forêt. Et à chaque fois, il y avait une perf qui faisait qu'on disait, bon, finalement, c'est pas si mal que ça. Ça impliquait trop de remise en question. Donc, tout, par exemple, on fait allusion au fait de travailler à l'INSEP et de travailler pratiquement exclusivement à l'INSEP. Ça reste quand même parfois une facilité, quoi. On se dit, tout le monde nous envie ça, pourquoi on ne ferait pas ça? On nous a envié à un moment donné d'avoir ce modèle. Donc, bon, voilà, après, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et puis, voilà, il y a aussi le fait de travailler avec les clubs. On l'a vu venir petit à petit, mais il y avait aussi cette réticence à dire non, mais bon, tout se passe au national, c'est le national qui produit la perf. Bon, moi, je suis bien placé pour le dire, parce que je suis issu de ce système. Je pense que le système tel qu'il existe ou il a existé, c'est un système quand même fort. Mais ça serait de vouloir se cramponner à ce qu'il a été. Je pense qu'il faut continuer à s'appuyer dessus, mais en déclinant et en amenant des changements qui sont des évidences maintenant, quoi. Merci. Merci à toi. Merci Christophe. Michel?
Oui, merci Christophe de cette analyse. Merci aussi de la clarté de tes propos et de tes propositions. Je trouve que effectivement, tu as tout à fait raison de dire que c'est un système qui a été très performant, que c'est un système qui a souvent bénéficié d'athlètes exceptionnels qui ont fait que la remise en question n'a pas été faite suffisamment, c'est sûr. Mais au sujet de l'analyse que tu as proposée, il y a un élément sur lequel j'aimerais aussi avoir ton point de vue. Le système français est un système qui, sur le plan économique et humain, est extrêmement coûteux pour des résultats, on le sait, qui sont quand même assez inégaux. En revanche, quand on observe dans les changements récents les résultats de certains petits pays comme le Kosovo, comme Israël, comme la Géorgie, il y a donc des modèles qui sont complètement différents. Et je voulais savoir, par rapport à tout ce que tu connais, est-ce que tu pourrais comparer ce qui se fait ailleurs et dire dans quelle mesure ce qui se fait ailleurs pourrait être, non pas appliqué en France, mais disons, ce sont des modèles qui fonctionnent autrement et qui sont d'une certaine influence en quelque sorte. Bien sûr, c'est des modèles qui sont actuellement en train de nous démontrer qu'il n'y a pas de modèle type, c'est-à-dire les grosses structures telles qu'on les connaissait, notamment la France. Le Japon, c'est un peu à part parce que ils arrivent à produire et de la quantité et de la qualité, mais en tout cas, les gros modèles qui consistaient à brasser du monde, à avoir un centre national qui centralise l'élite et pour qu'au final, on en ait quelques-uns qui soient la crème de la crème. Bon, je l'ai expliqué tout à l'heure. Bon, eux, ils n'ont pas pris ce choix-là parce que maintenant, le système international a complètement changé et le système de la FIGE, de la Fédération internationale, ou même de l'UEJ, permet à tous ces petits pays, ce qu'on appelait ces petits pays, en tout cas en termes de structure, et leur permet quand même de fonctionner et d'avoir accès à tous les éléments de la perf. Et le plus important pour nous, c'est d'avoir de l'opposition, ce qui leur manquait à une période. C'est pour ça qu'ils nous sollicitaient parfois pour venir et qu'ils allaient régulièrement au Japon, parce qu'avant, c'était voir la Corée, mais il n'y avait que quelques pays où on pouvait se rendre. Maintenant, avec une petite structure, voilà, les Kosovars, ils se déplacent à 3-4. Israël, ils partent avec leur équipe type, donc ils sont 7 garçons. Bon, les filles, ce n'est pas encore complètement structuré, mais en tout cas, ça prend le chemin. Et ils misent sur un petit nombre d'athlètes qui sont identifiés relativement tôt. Et ensuite, ils se servent du système international, le circuit international avec ce que ça comporte, c'est-à-dire les compétitions, mais aussi les stages. Et puis, ils utilisent ce réseau de façon optimale, on va dire. Nous, on s'est longtemps contenté de notre fonctionnement à nous, donc on a mis du temps à rentrer dans la danse. Bon, je pense que là, ce que moi je propose, c'est quelque chose qui s'inspire un peu de ça, dans le sens où l'idée, c'est quand même de restreindre un peu l'effectif, de proposer un vrai contenu en termes de planification à tous les gens qui seront au sein de l'INSEP, en tout cas ceux sur qui on aura misé. Et puis, donc, de mettre des moyens. Après, forcément, en misant sur 30 ou 35 athlètes, on n'aura pas la même efficacité que si on avait misé sur 10. Ça pouvait être aussi une option. Bon, ce n'est pas l'option que j'ai prise parce que pour l'instant, je n'ai pas identifié les 10 qui mériteraient qu'on mette tout sur eux. Et je pense que ça ferait mourir le reste du système. C'est-à-dire que s'il n'y en a plus que 10 au bout, même si on sait qu'une équipe olympique, c'est 7, s'il n'y en a plus que 10 qui ont leur chance très tôt dans leur carrière, bon, je pense qu'on va en décourager beaucoup.
Donc, je pense qu'il faut à la fois susciter les vocations et les envies avec un système comme on l'a connu, avec un brassage de la masse, en tout cas chez les plus jeunes. Peut-être pareil aussi, être un peu plus attentif à ce qui s'y fait, bien sûr, mais laisser cette perspective d'accéder à l'élite. Par contre, après, quand on travaille sur l'élite, là, oui, peut-être être plus regardant et plus exigeant sur qu'est-ce que c'est l'élite et qu'est-ce on exige pour le très haut niveau. Et ensuite, vraiment travailler au moins sur du moyen terme avec ces gens-là et pas juste au bout de 2 sorties décider que ça ne va pas le faire et donc du coup les mettre au placard. Il faut qu'il y ait un vrai parcours de formation pour ces athlètes pour qu'au moins sur 2 années, on leur donne leur chance et on leur donne les moyens d'exprimer leur potentiel ou en tout cas de montrer ce dont ils sont capables. Donc, je pense qu'on doit s'orienter vers quelque chose d'un peu hybride par rapport à ce qui existe, par rapport à ce qu'on faisait, et puis qui fonctionne en petit commando là. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va petit à petit se régler et se préciser. Mais comme ça, comme on en parle là, j'aurais tendance à dire à penser à un modèle comme ça intermédiaire. Merci. Christophe. Alors, il y a pas mal de demandes de parole. Donc, il y a d'abord Jean-Marc, ensuite Jean-Claude, Manu, puis Didier. Jean-Marc? C'est bon. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est notre dernier Mondo, je crois, et je voudrais remercier tout le monde. Là, je voudrais vous parler, pour Christophe, lui poser des questions sur le judo en Corse. Alors, le judo en Corse a formé des champions, et moi-même, j'étais, entre autres, entraîneur de Priscilla Nieto et de Delphine Dessal. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont forts. Malheureusement, on n'a pas les moyens pour leur faire des stages parce que ça coûte trop cher. Et j'aimerais que Christophe en parle à la fédération, voir s'il pouvait nous aider un petit peu plus. Voilà. La deuxième chose, tout à l'heure, Christophe, il a parlé de la moyenne d'âge des Français. Et je crois qu'il a dit que la moyenne d'âge, c'était 29 ans dans l'équipe de France et que la moyenne d'âge des champions, donc des médaillés mondiaux, était de 24 ans. Exact. Ensuite, il a dit, je crois, qu'à l'INSEP, l'âge s'était beaucoup rajeuni. Or, quand on voit que la championne du monde japonaise a 20 ans, on se demande pourquoi nous, on n'y arrive pas et eux, ils y arrivent. Voilà, la question, elle est là. Voilà ce que je voulais vous demander. Alors, c'est un fait que le judo mondial s'est rajeuni. C'est-à-dire les gens les plus performants sont performants à des âges beaucoup plus jeunes que notamment déjà qu'en France, mais que sur les années précédentes. En plus, moi, je suis mal placé pour ça parce que j'ai été médaillé mondial, médaillé olympique à 29 ans et médaillé mondial à 30. Donc moi, je suis dans ce fonctionnement comme ça français, à maturité tardive, on va dire. Alors que le judo mondial, c'est plutôt sur des maturités précoces, parce qu'on a des gens qui sont, de plus en plus de gens qui sont des médaillés mondiaux juniors, voire des champions du monde juniors, qui sont médaillés mondiaux pratiquement dans la foulée en senior, voire champion du monde. Il y a la petite Bélodie dans 48, le frère et la sœur Abbé. Chez les Azéris, on avait Aïdarov qui était en 73 kilos, qui a été médaillé, il sortait des juniors. Enfin, on a plusieurs exemples comme ça. Et il y a un an ou deux ans près, c'est des gens qui sont très vite performants. Donc, savoir après d'où ça vient, je pense que, moi, je vois deux critères. C'est que
j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que nous, on ne confronte pas assez vite nos athlètes avec le haut niveau et avec la compétition. C'est-à-dire que toujours dans une logique de formation, c'est-à-dire que malgré tout, le judo de haut niveau, il y a l'aspect judo, donc j'ai insisté là-dessus, mais il y a aussi l'aspect combat. Et d'avoir des très bons techniciens qui sont à un moment donné pas suffisamment combattants, c'est aussi une problématique. Donc, quand on travaille sur des compétiteurs, il faut, à mon avis, travailler sur les deux dimensions. Et je pense que chez les jeunes, je pense qu'à un moment donné, on ne les confronte pas suffisamment avec l'international, ce qui fait que, pas forcément dans une logique de faire des champions du monde cadets ou quoi, hein. Si ça arrive, c'est bien, mais moi, je pense que plus dans une logique d'avoir des gens qui arrivent en senior avec un bagage international qui soit beaucoup plus conséquent que ce qu'il est actuellement. Là, actuellement, on a des gens qui arrivent en junior. Parfois, ils ont fait 1 ou 2 compètes en cadet. Dans le meilleur des cas, ils ont fait un championnat d'Europe. Mais dans les autres catégories, dans les autres pays, comme ils travaillent souvent sur des petits effectifs, bon, ben, c'est des gens qui sont déjà beaucoup sortis, qui se sont déjà beaucoup confrontés. Alors, les Japonais, pas forcément, parce que les Japonais, je pense que le fait de faire des compétitions à l'intérieur du Japon entre jeunes, de s'entraîner avec des catégories d'âge plus âgées, du style cadet avec junior ou junior avec senior, à mon avis, c'est largement suffisant vu le niveau de judo des Japonais. Mais en tout cas, pour les autres nations, que ce soit les Azéris, par exemple, que l'on voit, les Géorgiens qui sortent très, très tôt, même parfois les Hollandais, les Italiens. Bon, voilà, c'est des gens qui sortent beaucoup en tournoi, qui ont un peu désacralisé la compétition dans sa dimension de résultats et qui font des compétitions et qui ont intégré les compétitions dans leur processus de formation et d'entraînement. Et je pense que nous, on ne le fait pas suffisamment. Nous, on est encore sur une logique assez sacralisée de la compète qui fait qu'on fait une compète, c'est ce que je disais tout à l'heure, toujours dans une logique de résultats ultimes et importants et qui fait que ce n'est pas toujours les meilleurs moyens de s'exprimer. Voilà, c'est une des réponses possibles. Merci Christophe. Jean-Claude? Bonjour Christophe. Bonjour. Les premiers résultats sportifs internationaux du judo français, on remonte aux années 60-70 et ils ont débuté à ce moment-là grâce à la mise en place de stages de longue durée au Japon, et notamment pour les jeunes. Je pense que Michel Brousse pourrait nous en dire quelques mots puisqu'il a fait partie du premier stage de jeunes qui a été organisé en 68, si je ne me trompe pas. J'ai vu que tu programmais des stages à l'étranger de formation pour nos judokas. Il semble que l'exemple du judo japonais soit plus au premier plan pour nous, puisque j'ai vu que dans un passé récent, on allait faire des stages dans les anciennes républiques soviétiques, en Mongolie, etc. J'aimerais que tu précises un peu ton idée sur les stages à l'étranger, notamment dans ces pays qui ont une forme de judo qui est empreinte des luttes traditionnelles de ces pays asiatiques. Et puis, est-ce que le judo japonais est passé de mode? Alors, moi, dans les projets que j'ai, c'est de rebasculer quand même pour les jeunes sur des stages longs, notamment au Japon. Donc là, on va faire un retour en arrière, entre guillemets, dans le sens où on va reprendre ce côté et formateur et fédérateur aussi du stage au Japon pour les jeunes. Je pense que ça reste une base incontournable.
parce que voilà, quand on parle de technique, même si on est sur un judo qui s'est mondialisé, ça reste du judo. Donc ça veut dire que les bases, c'est quand même au Japon que les athlètes et que les judokas vont les acquérir, ou en tout cas qui vont les améliorer. Donc pour moi, c'est pas passé de mode. C'est pas passé de mode, d'autant que le judo japonais est revenu au premier plan. Donc autant nous, à une période, on aurait pu dire ouais, on n'a plus besoin d'aller au Japon. J'avoue que nous, à des moments, on allait au Japon et au bout de 4-5 jours, on éclatait tout le monde. Donc bon, c'était moins formateur que ça avait pu l'être. Bon, c'est plus le cas du tout. Donc le Japon reste une valeur sûre. Après, concernant les autres destinations, ça reste aussi intéressant parce que je le disais tout à l'heure, il y a des judos, des façons de pratiquer le judo qui sont différentes, qui sont, oui, influencées par les luttes traditionnelles, que ce soit les Mongols, que ce soit les Géorgiens. Bon, les Russes, ouais, il y a un peu le sambo, mais ça reste quand même un judo assez traditionnel. Enfin, je trouve que toute la génération actuelle, là, c'est des gens qui font très, très bien le judo. Donc, oui, il y a quand même cette dimension de diversité qui est intéressante. Mais malgré tout, la base pour faire un bon stage, je pense que ça reste quand même le Japon. Et de toute façon, on a aussi tous les OTC, là, les Olympic Training Camps, qui nous permettent quand même d'aller chercher de la diversité, avec là, pour le coup, des plateaux hyper diversifiés. Donc, bon, l'un dans l'autre, entre ces stages répartis sur l'année et puis ces stages un peu référence dans la planif qui sont des passages au Japon. Non, je pense que là, on a de quoi faire avec ça. Merci Christophe, je suis rassuré. Merci Jean-Claude. Alors, donc Manu, alors avant de donner la parole à Emmanuel, qui, comme vous le savez tous, est responsable le créateur de l'esprit du judo, je voulais en profiter pour vous dire une très bonne nouvelle pour tout le monde, je pense, puisque vous savez que le magazine L'Esprit de Judo, je pense que c'est le lien entre tous les judokas, un peu comme c'est Mondo finalement, mais aussi en toutes les formes de judo. Et que la très bonne nouvelle de la journée, c'est que l'Esprit du judo, depuis aujourd'hui, existe en langue anglaise, donc Spirit of Judo, et que c'était le lancement aujourd'hui. Donc voilà, félicitations à toute l'équipe de l'Esprit du judo et longue vie à Spirit of Judo. À toi, Manu. Congratulations. Oui, alors merci beaucoup. Alors, là, c'est ma journée, c'est mon moment. Mais je suis désolé, Christophe, parce que Jane fait de la pub et Yves aussi. Alors, ça me fait très plaisir. Et je vais en faire moi-même parce qu'effectivement, sur les enjeux dont il est question, effectivement, Jane l'a souligné, on a parlé depuis très longtemps de la dimension technique qui s'appauvrissait en France. Quant au rajeunissement, on a commencé à en parler dans l'Olympiade 2012-2016. On s'était vraiment interrogé sur ce qui était en train de naître. C'est-à-dire qu'effectivement, on voyait des carrières plus courtes qui commençaient en junior, qui se poursuivaient de façon extrêmement brillante en senior, de façon extrêmement rapide, alors que la France continuait et continuait à dire que le judo est une discipline à maturation lente, ce qui est vrai d'une certaine façon est tout à fait faux sur le plan statistique désormais à ce niveau-là. Donc effectivement, il y avait plein de questions à se poser. Nous, on a fait un travail d'analyse statistique, donc il y a beaucoup de profils qui sont intéressants, y compris des profils à la Gagliano, c'est-à-dire des gens qui sont déjà performants en junior et qui arrivent pour plusieurs raisons à maturité plus tardivement. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. Bon, moi, je suis très content de voir arriver Christophe aux affaires parce qu'effectivement, on sent qu'on va enfin desserrer les taux, notamment au niveau de l'intelligence de la situation.
parce qu'on va commencer à pouvoir discuter. Le fait que Christophe vienne devant nous, discuter avec nous, ça change tout. C'est déjà une évolution très forte. Hem Et aussi, alors, parce que je pense qu'en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui. En 2 mots, je pense que, comme l'a dit, Jean-Claude, il me semble que le judo, de haut niveau a eu 2 très, très bonnes idées au début, qui consistaient d'abord à fédérer l'énergie des jeunes, combattants de la génération, Bondani, Fest, Vial, dans un entraînement collectif, au central et puis après aux ancêtres de l'INSEP, hein, des générations variées avec Bondani, médecin, et puis des gens qui sortaient du milieu ouvrier, etc., etc. On a fédéré cette énergie, on l'a mis ensemble et les résultats, évidemment, se sont tout de suite améliorés. Ensuite, on a aiguisé la pointe de flèche, comme l'a dit Jean-Claude, en allant au Japon, non pas 15 jours au Kodokan, mais 1 mois, 2 mois à Tenri, notamment. Donc là où se faisait la performance. Et je pense que ça, c'est une des très grandes idées du judo français dont le sport français a bénéficié. C'est ce qu'on fait plus tard, les pongistes, par exemple, en allant en Chine. Ça n'existe pas. Il faut se rendre compte qu'on invente des choses. Après, ça paraît une forme d'évidence, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, effectivement, c'est des très, très grandes idées. Et après, je pense qu'en fait, malheureusement, le haut niveau français s'est signalé par son incapacité à inventer et à anticiper les choses. N'a pas su anticiper les évolutions dont toi-même tu as parlé, Christophe, et je pense, ça fait longtemps qu'on en discute, dont tu as été très conscient pendant des années, et n'a pas beaucoup inventé, comme tu l'as dit, parce qu'on avait le confort de ce système quand même très puissant, très lourd, qui a quand même continué à porter des fruits. Malheureusement, on a mis en place aussi un système d'accession au niveau qui non seulement n'a pas marché, mais en plus, je pense, a sapé l'énergie du judo français, puisque en fait, il a désapproprié les clubs provinciaux de la responsabilité qui s'était donnée, qu'il aurait fallu bien sûr fédérer, améliorer. C'est, je crois, ton projet. Donc ça, c'est une très bonne idée de mon point de vue. En fait, ce qu'on constate depuis presque une génération, depuis des décennies, c'est l'incapacité du haut niveau à comprendre où est l'énergie, comment fédérer l'énergie des clubs, comment la compléter, comment l'aider. Et je pense que là, toi, tu arrives avec cette intention. Ça ne sera pas facile parce qu'en plus, ça fait longtemps que c'est raté. Donc, il y a une forme d'inimitié qui s'est créée, quand même, qui est paradoxale aujourd'hui entre la structure du judo, d'accession au haut niveau, des clubs, etc., et le haut niveau. Donc, une inimitié qu'il faudrait vraiment réfléchir. D'ailleurs, il me semble que de façon générale, on se parle mal dans le judo français, et là, il y a un vrai problème. C'est pas normal. C'est aussi pour ça qu'il n'y a aucune mémoire, parce qu'on jette les anciens entraîneurs et on leur demande pas ce qu'ils ont fait. Donc, du coup, on n'en sait rien. Et donc, pour finir, sinon je vais être trop long comme d'habitude, j'ai envie de dire que peut-être que ce qu'il faudrait anticiper aujourd'hui, la dernière chose qu'il faut peut-être comprendre, c'est que le haut niveau, je vois, toi, tu vas réfléchir vraiment à la structure. Et en fait, je te pose pas de questions parce que c'est pas ton rôle de faire ça, mais tu vas porter des idées. Le haut niveau, c'est d'abord de la motivation collective. C'est-à-dire qu'on parle de tous ces pays qui réussissent très bien, le Japon, la Russie, et la Russie chez les garçons, mais on oublie de dire que c'est de la motivation culturelle, en fait. C'est une force culturelle. Pourquoi le judo russe est fort chez les garçons et pourquoi il n'est pas chez les filles? Au fond, fondamentalement, c'est de la culture. C'est ce qu'on a un peu aussi, on a fait un dossier sur les filles françaises qui réussissent. Et de notre point de vue, OK, il y a des programmes, OK, il y a un système puissant, et cetera, mais d'abord, c'est un phénomène culturel. Et donc, je veux terminer là-dessus en disant, est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question de savoir où est passée la motivation du judo français? Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'on a fait non seulement des championnats de France, mais aussi d'un certain récit? Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on se dit dans le judo français? J'en veux pour preuve que, juste comme ça, un détail au passage, mais c'est une anecdote que je trouve intéressante. On dit toujours: «Ah oui, Teddy Riner est tout seul, on ne sort pas les lots français», mais il y en a plus. Même quelqu'un comme Joseph Teref qui s'est signalé brillamment
en challengeant Teddy lors du championnat de France. Il a autre chose à faire que de la compétition de haut niveau aujourd'hui. Donc, en fait, fédérer un groupe de haut niveau, c'est bien, mais s'il n'y a plus personne pour rêver d'être un athlète de haut niveau en judo, ça va être un vrai souci. Voilà, j'arrête là-dessus juste pour poser cette réflexion. Comment on va se raconter à nouveau comme un grand pays de judo, c'est toujours le cas, on le sait, une grande culture du judo, une culture de l'excellence et bien sûr une culture du haut niveau. Christophe, on ne t'entend pas. Je disais là, tu touches à beaucoup de sujets, surtout quand tu bascules sur l'aspect culturel. Oui, moi, je suis assez aussi convaincu qu'il y a un côté, il y a un aspect culturel, sociologique, anthropologique qui est lié au fait que quand on parlait de certains pays, bon, il y a des pays, à mon avis, où le rite initiatique du passage à l'âge adulte, il est fait depuis longtemps. En tout cas, il se fait beaucoup plus rapidement que chez nous, où nous, on a pendant longtemps des grands garçons et des grands ados pendant longtemps qui prennent peut-être moins leurs responsabilités et qui s'intègrent moins dans le, là, pour le coup, dans l'histoire commune. Ce qui n'est pas le cas de certains pays. En tout cas, moi, je pense notamment aux Géorgiens, aux Azéris ou aux Russes, là, toute cette génération de Tchétchènes là, bah, j'ai l'impression qu'en fait, leur rite initiatique et d'entrer dans le groupe, c'est la paix, et que donc eux, c'est comme une normalité quoi, d'aller chercher ça. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite rebondir par rapport à ce que tu évoquais. Bien sûr que le problème du judo masculin, il n'est pas que technique, il n'est pas que structurel, il n'est pas que physique ou technico-tactique. Il y a beaucoup de paramètres qui sont liés à notre pays, tout simplement. Et donc là-dessus, je te suis. Après, j'espère juste que comme tu disais, c'est pour ça que même si je parle de 2024, je pense qu'on s'engage même au-delà de 2024, parce que moi, mon idée, c'est de mettre en place un modèle, pas forcément qui va pondre ou en tout cas qui va produire de la perf tout de suite. Hein. Si c'est le cas, tant mieux, mais mon idée, c'est de mettre quelque chose en place qui soit pérenne et qui remette en route le judo français, en termes de justement d'envie, de capacité à faire rêver les générations, à embarquer les jeunes générations, ou en tout cas à faire le lien d'une génération à l'autre, comme nous on a connu, quoi, cette espèce de volonté de prendre sa place et de prendre sa part dans l'histoire du judo. Donc ça c'est pas une histoire de 3 ans. Moi, je pense que si j'arrive à rallumer un peu cette flamme, ben, ça sera déjà bien. Ce sera une bonne chose, mais je pense que ça prendra un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est vrai que le juge de paix, souvent, c'est les médailles. Oui, ça a bien marché parce que voilà, il y a des résultats. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas de résultats. Moi, je pense qu'au-delà de ça, ce que je vais faire le temps où je le ferai, c'est d'essayer de remettre en selle ce judo français avec un système qui soit pérenne, où on retrouve à nouveau cette part de rêve et cette part d'envie de participer, quoi, de jouer son rôle. Voilà. Merci. Didier? Oui. Bonsoir Christophe, merci pour la clarté de ton exposé et les saines idées que tu as présentées. Moi, j'aurais une question qui prolonge un peu ce qu'a dit Manu tout à l'heure. On a parlé du système français, mais actuellement, en fait, le côté un peu paradoxal, c'est qu'il produit à la fois peu de résultats chez les garçons et beaucoup de résultats chez les filles. Donc, je voudrais
Si tu peux nous donner ton regard par rapport à ça, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? J'ai l'impression, après, j'ai l'impression que le judo féminin bénéficie encore du système tel qu'il a existé, où l'entraînement quotidien, bicotidien produit de la qualité et produit une espèce de supériorité par rapport aux adversaires. Je pense qu'il y a une dimension physique qui est pas négligeable, même si ça ne veut pas dire qu'on a des judokas qui savent pas s'exprimer d'un point de vue technique. Mais j'ai l'impression que l'entraînement, en tout cas régulier, quotidien dans les pôles, permet de forger un avantage ou en tout cas un capital physique qui fait encore la différence. Ça, c'est peut-être la base de la supériorité des féminines, parce qu'elles s'entraînent aussi avec les masculins et qu'elles ont cette possibilité d'avoir un modèle. Je ne dis pas qu'elles cherchent à copier les garçons, mais malgré tout, le fait d'avoir ce modèle et cette possibilité d'avoir un niveau d'opposition supérieur, c'est quand même pas négligeable dans une logique de progression et d'entraînement. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le fait d'avoir créé une espèce de un groupe, une espèce de dynamique au sein de ce collectif féminin qui fait que depuis 2012, là, on a quelque chose qui, d'année en année, de génération en génération, même s'il n'y en a pas eu tant que ça, mais voilà, il y a cette envie de participer, de ce dont je parlais tout à l'heure, cette envie de participer au projet, de jouer son rôle. Alors, c'est sûrement le fait de la spirale positive qui fait que ben, voilà, ça aspire la jeunesse, ça aspire le renouvellement. Donc, pour l'instant, ça fonctionne. J'aurais tendance à dire attention quand même. Attention quand même, d'une part parce que depuis qu'il y a les équipes, il y a d'autres nations qui sont en train de se mettre sur le judo féminin et donc qui vont réellement mettre les moyens. Et puis attention quand même parce que de ne pas refaire la même erreur, ça fonctionne. Et à un moment donné, attention, parce que quand on va s'apercevoir que ça ne fonctionne plus, peut-être que ça sera trop tard. Donc, peut-être se servir de ce qui s'est passé chez les garçons, où il y a eu peut-être un petit péché d'orgueil, de ne pas se retrouver dans cette situation chez les filles, et donc d'anticiper. Moi, les propositions que j'ai faites, elles concernent le masculin. Je sais que l'Arbi, il tend l'oreille et on en discute ensemble. Et même si lui, il n'envisage pas des changements immédiats sur le groupe des féminines, il sait qu'à un moment donné, on va devoir aussi imaginer de la nouveauté, inventer des choses et pas attendre de se prendre le mur. Merci Christophe. Jen, tu avais demandé la parole? Oui, en fait, j'avais peur de mal m'exprimer, mais parce que moi-même, je me pose des questions. Comment il me semble que j'ai vu dans un des slides un constat de, je ne sais pas si c'était de précocité ou spécialisation trop tôt ou compétition trop tôt. Je ne sais pas si j'ai vu ça. Oui, voilà. Alors, comment équilibrer ça avec, comme tu dis, il y a quand même des pays où les athlètes font beaucoup de compétitions assez jeunes. Comment tu vas faire pour justement donner de l'expérience, mais sans que ça soit complètement peut-être l'importance mise sur le résultat trop tôt, mais quand même, bon bref, c'est un petit mélange à faire qui n'est pas évident, je trouve, et voilà.
En fait, je pense que tout dépend de ce qu'on fait de la compétition. Je pense qu'on peut et s'entraîner et se perfectionner techniquement et se forger une base technique forte et pour autant faire de la compétition, voire beaucoup de compétition. Tout dépend de ce que l'on fait de la compétition. Si l'idée, c'est absolument de récupérer, de gagner des médailles les unes derrière les autres, forcément, à un moment donné, ça va bloquer. En fait, faut pas que ça soit une fin. La compétition, c'est un moyen. Et la logique pour les jeunes, c'est ça. Je sais qu'après, quand on arrive chez les seniors, dans la performance, oui, là, il faut être médaillé mondial, il faut être champion du monde, il faut être médaillé olympique. Là, on est dans des choses très concrètes. Mais quand on est dans la partie formative, formation des jeunes, là, il faut qu'il y ait de la confrontation, il faut que ça soit, faut que les athlètes, les judokas puissent s'exprimer, on va dire le plus ouvertement possible, le plus naturellement possible, pour pouvoir justement exprimer leur capacité technique et ensuite les perfectionner. Mais si on est sur une logique, moi quand je parle de ça, quand j'évoque ce problème de précocité, c'est quand un athlète, parce qu'il fait, je ne sais pas, Makikomi, il met ça à tout le monde et que du coup, il va faire que Makikomi jusqu'en junior. Et arrive en junior, le mec, il ne fait plus de résultats, il ne comprend pas pourquoi. Bon, c'est ça que je veux éviter. Je veux que les gens, si on a un jeune qui fait Makikomi, très bien, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il sache faire autre chose et qu'il ait compris que le judo, ce n'est pas que ça. C'est un exemple, mais je sais qu'à un moment donné, ce n'est pas compatible avec l'apprentissage technique si c'est orienté directement sur le peu de technique qui fonctionne, ou voire la technique qui fonctionne. Il faut garder en tête cette logique de formation et de diversité, même si on sait que c'est bien d'avoir un Tokugawa fort. Mais bon, après, il faut le travailler, il faut l'améliorer, le complexifier, le diversifier. Voilà, c'est cet aspect-là qui, à mon avis, à un moment donné, est vite occulté quand on court après les médailles absolument pour être le meilleur pôle ou pour être le meilleur cadet du pôle France ou du pôle espoir. Mais c'est toute la difficulté. Moi, je me rappelle à Paris, étant dans un petit club, et surtout le niveau des filles, c'était très, très mauvais, des jeunes, et en fait, c'était basé sur voilà, une fille plus forte, plus agressive, et puis elle prenait le coup ou faisait des makikomi, et voilà, c'est ce qui gagnait. Donc, il faut la remise en question à plein de niveaux, je pense. Mais c'est une approche presque, c'est une approche pédagogique qui fait que on sait que la compétition, c'est un élément important, mais on sait aussi qu'on est dans une période de formation et que donc, du coup, ce n'est pas que le résultat qui compte, voire c'est presque ce qui compte le moins. En tout cas, dans ces tranches d'âge jeunes, quoi. C'est ça c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Après, si on a des athlètes très performants, très jeunes, tant mieux, mais bon, on sait que… Enfin, moi ceux que j'ai vus performer très jeunes et qui maintiennent leur niveau, forcément, c'est des gens qui ont déjà quand même un bagage technique. Je pense à Aidarov, par exemple. Bon, voilà, un athlète comme Aidarov, c'est pas spectaculaire, mais c'est très complet quand même. Et c'est un gars qui démontrait déjà cette maturité et cette diversité dans son judo déjà dès les premières années juniors. Donc voilà, il faut aller vers cette construction
ces bases très solides qui sont à la fois cette capacité à mener un combat et cette capacité à exprimer de la technique. Manu, tu as oublié de baisser la main ou tu veux reposer une question? J'avoue que j'ai oublié, mais ça va me permettre juste en 2 secondes de confirmer ça, parce que je voudrais vraiment pas qu'on se méprenne là-dessus. Je pense que c'est très, très important de signaler qu'effectivement, les monstres qu'on voit arriver en senior aujourd'hui, qui étaient champions du monde junior 1 ou 2 ans auparavant, ce sont des judokas d'exception. Là, j'ai noté un peu rapidement Mathias Cass, l'Italien Lombardo, les Géorgiens Grigalashvili, et on pourrait en citer plein d'autres, ou les Japonais, tout simplement, qui en général ne connaissent pas beaucoup de… Bon, pour les meilleurs, les AB et quelques autres, en général, font des parcours assez concentrés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont déjà dans une logique de performance de très haut niveau en junior. Et quand je dis très haut niveau, ça ne veut pas dire qu'ils sortent tout le temps ou ils sont en sur-régime. Ils sont dans une démarche, on pourrait appeler professionnelle, même si je n'aime pas ce mot-là, parce qu'en fait, c'est une démarche d'excellence, au sens où ils font tout ce qu'il faut pour être très bons. Et en fait, ils travaillent de façon beaucoup plus précise que ce qu'on fait, nous, depuis quelques générations, avec nos garçons. Et c'est pour ça qu'ils débarquent avec des systèmes technico-tactiques non seulement très performants, mais aussi sophistiqués. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime, c'est-à-dire que ce sont d'extraordinaires judokas. Voilà, c'est tout ce que j'ajoute. Jean-Pierre? Bonjour à tous. Bon, je voulais prendre la parole pour remercier Christophe qui, effectivement, je trouve, a exprimé très clairement la vision qu'il avait du changement qu'on pourrait apporter, sans affirmation péremptoire, simplement en essayant de se baser effectivement sur des analyses. S'il y avait une solution toute faite, je pense que tout le monde l'utiliserait. Et je pense que c'est un travail d'équilibre très subtil, et il a amené justement des idées, je pense, qui sont dans la subtilité. Ce n'est pas péremptoire, c'est basé sur des analyses qui me paraissent très intéressantes. Je voulais revenir aussi là-dessus, mais ça a été évoqué. Je pense que ce que Didier Janico disait, il disait comment on explique que l'équipe de France féminine ait autant de résultats quand l'équipe de France masculine est à la peine. Donc Christophe a répondu aussi en expliquant qu'il y a une espèce de décalage entre le judo féminin et le judo masculin qui existe toujours, et que l'ancienne méthode, on va dire, d'entraînement profite encore aux filles alors qu'elle ne profite plus aux garçons. Mais je pense quand même qu'il y a cet aspect, il a parlé d'aspect sociologique, anthropologique, avec beaucoup de pertinence, mais l'aspect psychologique, tout simplement, ce qu'on appelle la spirale de la réussite ou de l'échec. Et c'est pas que culturel. Je pense qu'à partir du moment où on est dans cette spirale, on a envie de la poursuivre, de la continuer, et on donne, quoi. Et quand au contraire on est dans l'échec, là je pense que on a du mal à en sortir. Même au niveau individuel, ça existe. Moi, je me rappelle au niveau individuel qu'on parlait d'une bête noire, c'est-à-dire qu'un gars qu'on n'arrivait pas à passer, alors qu'on passait des adversaires qui le battaient. Et sur lui, il y avait une espèce d'aspect psychologique comme ça qui inhibait un peu la performance, quoi. Alors pourquoi? Je n'ai pas de réponse, mais c'est un constat, quoi. Voilà. Mais voilà, je voulais le remercier parce que je pense que tous, on a été très intéressés par tout ce que tu as pu dire. Voilà. Et merci. Merci. Merci Jean-Pierre. Christophe, Christophe, on va dire sur ce qui vient d'être dit. Bon, bien sûr que la notion de confiance, cette logique-là de la spirale positive ou négative, elle existe. La
seule chose, c'est que ce n'est pas toujours évident à identifier, savoir à quel moment on la déclenche, à quel moment quels sont les ingrédients justement pour la mettre en mouvement. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, la confiance, elle se construit au fur et à mesure et elle se construit dans l'action. C'est-à-dire que moi, en échangeant avec des athlètes, j'ai souvent l'impression qu'eux, ils attendent une espèce de révélation. Et là, on est plus dans le travail individuel avec les athlètes, mais on est plus, on a l'impression que des fois, ils attendent une espèce de révélation ou de compétition miracle qui va tout déclencher, qui va permettre justement de déclencher cette fameuse spirale. Or, c'est une erreur, c'est quelque chose qui se construit petit à petit avec la valorisation et de l'entraînement et des acquis techniques ou physiques au fur et à mesure de l'entraînement et puis également dans les compétitions. Bon, nous, dans les débriefs, on sait, enfin en tout cas moi je sais que je sais être parfois un peu comme j'essaye d'être assez juste et assez cash, on va dire. Je dis ce qui ne va pas, mais je dis aussi je dis aussi ce qui va et ce qui fonctionne bien. Donc, c'est dans aussi cette approche avec les athlètes que l'on va petit à petit reconstruire de la confiance, valoriser les acquis et les perfs pour que petit à petit, on puisse amorcer cette fameuse spirale. Bon, c'est encore assez mystérieux hein, comment on la démarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de l'action et c'est pas de l'ordre de la révélation. Alors, là, il n'y a plus de main levée. Alors, je vais en profiter, moi, pour poser une question. À un moment, tu as parlé dans ta présentation, tu as dit qu'il y avait parfois peut-être le sentiment d'une perte de sens et qu'il fallait redonner du sens. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça? C'est-à-dire quel est le sens de ce sens, justement? Donner du sens, ça veut dire, bon, de façon assez concrète, c'est déjà faire en sorte que chaque athlète, en tout cas dans la façon de travailler avec eux, qu'on identifie avec chaque athlète ce qu'il vraiment il veut faire, quoi. Pourquoi il est là et quel est vraiment son projet. Alors, bien sûr, tout le monde, et très souvent, va nous dire « Ouais, mais moi, je suis là, je vais être champion du monde. » Ok, ça c'est un bon début, mais souvent, ça mène pas à grand-chose. Donc, ça veut dire un peu plus de proximité avec les athlètes pour savoir vraiment s'ils ne se trompent pas dans leur choix. Et puis après, leur donner aussi des objectifs qui va petit à petit leur permettre, ouais, effectivement, de trouver ce sens, de trouver ce plaisir dans le quotidien, dans l'entraînement, cette logique dans la progression. Enfin, voilà, tous ces aspects qui permettent à l'athlète de s'entraîner pour faire une répétition, de s'entraîner avec entrain et donc de ne pas être juste là pour transpirer, parce que je vois beaucoup d'athlètes qui viennent juste pour transpirer, un peu se bastonner, mais bon, voilà, on sent que ça ne vieillit pas, quoi. Donc, c'est à ça que je pense. Voilà, dans les grandes lignes, c'est surtout à ça que je pense. Vraiment que les athlètes aient des objectifs qui leur correspondent et qui leur permettent à la fois de prendre du plaisir sur le tapis, mais aussi d'avoir la sensation qu'ils ont comment je pourrais dire, qu'ils ont une vraie influence sur leur projet et pas qu'ils le subissent. Merci, c'est très clair. Jean-Pierre, tu voulais reposer une question? Oui.
je pense qu'on vit une époque pas facile où ce que Christophe vient de développer, c'est que on est dans le court terme, on est dans le résultat immédiat. Il faut tout de suite obtenir quelque chose. Et c'est pas que dans le monde du judo, hein, je crois que c'est propre à l'époque. Et je pense que les changements que tu as expliqués, que tu as développés, effectivement, ils ne pourront pas se faire dans le court terme. Il faudra repenser en profondeur tout ça et ça demande forcément du temps. Et enfin, moi, je suis persuadé de l'intérêt de ta démarche. Maintenant, la société, elle exige des résultats immédiats dans tous les domaines, que ce soit économique, écologique, tout ce qu'on veut bien. Et alors qu'on sait bien que le changement en profondeur, ben, il peut pas s'obtenir comme ça d'un claquement de doigts, quoi. Non, mais ça, merci d'en parler, mais moi, je suis assez lucide par rapport à ça, hein. Je sais qu'à un moment donné, il va y avoir des exigences et qu'il y en a déjà, mais je l'ai dit tout à l'heure, moi, entre guillemets, ma réussite ouais, la réussite de ce que je vais faire, ça ne sera pas uniquement parce qu'on aura des médailles. Oui, si ça fonctionne, tant mieux, parce que ça fera plaisir à tout le monde et tant mieux aussi. Mais je sais aussi que la réussite, ça va être aussi le fait de mettre en place quelque chose qui reste, qui va rester, qui va s'installer dans le temps et qui va un peu être un redémarrage peut-être du judo français. C'est ça qui fera plus la réussite que, que des résultats à très court terme. Pour revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, j'aurais très bien pu prendre l'option en me disant, bah oui, l'idée c'est de faire des résultats, prendre l'option de choisir un groupe de 15 et de faire un commando pendant 3 ans jusqu'aux Jeux de Paris. C'était une possibilité. Et d'ailleurs, ça ne m'a été pas proposé, mais ça a été évoqué. Voilà. Bon, moi, ce n'est pas ma philosophie ni du haut niveau, ni d'un projet tel que moi je l'ai vécu dans le haut niveau, dans le judo. J'imagine plus quelque chose voilà, qui va avoir de l'impact à plus long terme et qui va être plus pérenne que ça. Pardon, Jean-Pierre, oui, hein. Non, j'abonde absolument dans ce sens-là, moi aussi. Je pense que c'est la bonne. Mais bon, en tout cas, ça me plaît bien. Et puis, cette façon de dire que les médailles, je pense qu'elles viendront d'elles-mêmes si justement ce changement profond il s'opère et les résultats ils viendront après. Alors que de vouloir les résultats tout de suite, c'est toujours le fameux dilemme. Voilà. Ça se construit forcément sur du long terme. Voilà. Enfin, je pense aussi, hein. Je pense comme ça aussi. Voilà. Alors, justement, là, je profite aussi là, qu'il n'y a plus de main levée pour te poser une question qui peut apparaître peut-être un peu comme une forme de provocation, mais c'est plus naïf qu'autre chose. Je me souviens que tu avais dit il y a quelque temps que quand tu étais arrivé à l'INSEP, tu avais constaté qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui faisaient tomber et puis ceux qui ne faisaient pas tomber, et que toi, tu avais voulu être le plus vite possible du côté de ceux qui faisaient tomber. Ma question, c'est est-ce que l'équipe de France a encore envie de faire tomber? C'est un peu central comme question, hein. Et on revient sur ça implique de se poser la question par quel chemin on veut passer. Moi, je reste persuadé que l'idée centrale du judo et a fortiori du judo de haut niveau, c'est de vouloir faire tomber, c'est-à-dire de vouloir produire le hippon et la projection idéale. Bon, après, moi, je suis ouvert sur toutes les possibilités. Donc là-dessus, j'ai pas de prérogatives particulières. Moi, je pense que voilà,
presque tous les moyens sont bons. Mais il faut garder ça en tête que le judo ou le combat de judo n'a d'intérêt que si on est dans cette logique du ippon, de recherche du ippon. Et c'est ce qui structure, enfin moi, c'est ce qui m'a structuré tout le temps dans mon judo, c'est cette recherche du ippon. Donc, bon, comme j'avais plutôt une valence technique, bah, j'ai appuyé sur ce levier et j'ai essayé d'aller le plus loin possible dans ce levier. Voilà, quand je dis le hippon, c'est au sens large, hein, parce que bon, Newaza, c'est aussi une recherche dans le combat. Donc, par contre, oui, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'ont les athlètes ou ce qu'ils ont en tête. Je sais pas, je suis pas trop dans leur tête. Je pense que cette recherche du résultat à tout prix fait que bah, peut-être qu'il y a eu aussi cette période où les athlètes ils gagnaient beaucoup par Shido, par des biais autres que le judo finalement. Mais bon, je crois que c'est un mix des deux parce qu'il faut rester aussi très réaliste. C'est ce qui nous manque parfois. On est parfois aussi dans des logiques un peu trop scolaires. J'en ai parlé avec des athlètes, notamment après le championnat d'Europe et aussi après le tournoi de Kazan. Bon, on sait que maintenant, on peut perdre de 3 Shido, donc il faut l'intégrer. Il ne faut pas idéaliser le judo, hein. On reste dans une logique de perf. Donc, si on rentre dans cette logique de perf, je ne dis pas que ça me plaît, hein. Je dis juste que si on rentre dans cette logique de perf, il faut l'intégrer. Et donc, du coup, ça implique parfois d'accepter de gagner différemment. Mais bon, je pense quand même que le point central, c'est d'avoir envie de faire tomber. Et donc, du coup, ensuite, ça entraîne beaucoup une activité et une production de judo qui doit mener à la victoire. Et si c'est le Shido, ça sera le Shido, mais on ne peut pas toujours gagner par un pari-pont. Mais par contre, ça reste quand même, ça doit rester une préoccupation. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, Jean-Pierre, pour une dernière prise de parole. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Christophe, je trouve que quand on regarde l'équipe du Japon, ou même notre équipe de France féminine d'ailleurs, ça galvanise le hippon quand même. Quand on voit les copains mettre des hippons, pas les adversaires, mais ceux qui sont en concurrence dans la catégorie, ça donne, moi je pense que ça galvanise et que ça donne envie et que ça peut-être aider à aller sur cette spirale de la réussite parce qu'on est galvanisé. Moi, je ne pense pas que de gagner même un titre mondial par Shido, ça galvanise. Je ne pense pas. Bon, et je ne pense pas que ça donne forcément envie d'être champion du monde. Enfin, voilà. Voilà. Je pense que, comme il vient de le dire, le hippon, c'est ce qui donne du sens. On parlait de donner du sens tout à l'heure, c'est ce qui donne du sens. Et en plus de donner du sens, je pense que c'est ce qui donne envie de faire. Moi, je vois les Japonais, quand on les voit, on voit qu'ils ont envie d'aller chercher le hippon, c'est leur plaisir, et les résultats sont là. C'est-à-dire que, bien sûr, il faudra savoir se contenter de gagner peut-être d'un Shido à des moments, mais c'est pas ce qui les anime, mais on le voit, on le sent, et ça galvanise. Voilà. Ouais, non, mais ouais. Et c'est... On revient sur ce qu'on disait, c'est pas l'objectif. L'objectif pour eux, ça reste de mettre une belle boîte. Et quand ils n'y arrivent pas, parce qu'en face, il y a un niveau d'opposition qui ne leur permet pas, bon, ben, ils arrivent à faire la différence autrement, avec peut-être, je sais pas, avec ce principe de pénalité. Mais je pense que oui, c'est ce qui structure leur pensée presque au moment où ils rentrent sur le tapis, c'est ça. Et moi, je sais que j'ai eu j'ai souvent posé cette question aux athlètes en leur demandant quand ça ne marchait pas. Je leur disais, mais quand tu rentres, c'est quoi que tu as en tête? C'est quoi qui te rassure en fait? Tu as l'impression d'arriver avec quoi comme arme? Et c'est là que souvent on s'aperçoit que c'est assez flou. Mais bon, déjà aller à la bagarre, c'est pas toujours facile, mais y aller sans avoir des armes bien aiguisées, bien conscientisées, ça devient compliqué, quoi.
Et je pense que chez nous, on a beaucoup d'athlètes qui savent qu'ils ont des capacités physiques, même techniques, mais ils n'identifient pas toujours leur vrai spécial, leur tokuwaza au sens vraiment, au sens propre du terme, c'est-à-dire au sens où c'est leur vraie arme, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup. J'aime bien aussi cette idée qu'on conclue cette saison de Mondo sur la recherche du Vipon, finalement, comme quoi c'était un élément central. Christophe, un grand merci pour ta disponibilité. Merci à vous pour les échanges. Après, je passerai la parole à Michel pour la conclusion, mais bon, moi, je voulais évidemment vous remercier tous les participants, la plupart de ceux qui sont là ce soir. Vous avez été là pratiquement les 28 rendez-vous, donc merci beaucoup. Je voulais aussi dire, je voulais en profiter parce que vous avez peut-être, si vous êtes attentif, vous avez vu qu'il y a toujours eu Angie et Alain, là, que vous voyez sur votre écran. Donc, Angie, c'est Angela Talbot, je dévoile je la fais sortir de l'anonymat, mais c'est aussi à elle que tout le monde va pouvoir bénéficier de la traduction anglaise de l'esprit du judo. Donc, c'est quelqu'un de très impliqué aussi pour le judo. Donc, merci à Angela. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas encore répondu à l'enquête, n'hésitez pas à le faire. Vous le retrouverez aussi sur le site de l'Occitanie ou aussi sur le Facebook. Ça nous permettra, avec Michel, de prévoir les modalités donc pour la saison prochaine. J'espère qu'on se retrouve tous très vite sur les tatamis et qu'on se retrouvera ensuite très vite en visio. Merci pour cette saison. À très bientôt. À très vite sur les tapis. Michel, si tu veux conclure. Oui, merci à tous pour votre présence, pour votre assiduité. Merci à Christophe pour la qualité de sa présentation et aussi pour, avec tous nos souhaits, tous nos vœux de réussite. Je suis sûr qu'avec lui, l'équipe de France ira le plus loin possible. En tout cas, un grand merci à tous et on se retrouvera l'an prochain avec un très grand plaisir. Ouais. Merci à tous. Christophe, tu attends 3 minutes? Pardon? Oui. Non, oui, Christophe, si tu peux rester 3 minutes après quand on a mis fin à la réunion. Et je voulais aussi ne pas oublier Manon, qui a aussi qui est les moyens techniques, comme on dit dans notre milieu, et qui nous a permis de faire tout ça et surtout de mettre à chaque fois, donc d'annoncer et ensuite de mettre sur le site les différents mondos pour que vous puissiez les retrouver. Merci Manon pour toute cette saison. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, Au revoir, à bientôt. Merci.